Cette vidéo vous est présentée par la boutique liloujeux.ca, un service personnalisé par une équipe de passionnés d'ici. Hey, bonjour tout le monde, bonjour, bienvenue dans le coup de cœur du mois de mai. Vous êtes sur la chaîne du Professeur Board Game, c'est Martin Lafrenière de la zone Jeux de société ainsi que du podcast de l'autre côté du plateau. Alors je reviens justement des Meeple Olympiades 2023 et je veux absolument commencer ce petit segment en félicitant vraiment beaucoup David ainsi que son équipe du Professeur Board Game pour l'organisation de cette extraordinaire journée. C'est une journée où il y avait une compétition, mais en même temps, on pouvait, comme moi, ce que j'ai fait, là, me rendre juste pour pouvoir jouer avec des gens, rencontrer des gens, pouvoir faire honnêtement de magnifiques rencontres et ce fut une magnifique journée. Encore une fois, je suis ébloui de voir à quel point David et son équipe, avec une équipe quand même assez restreinte, mais avec toujours de plus en plus de gens qui participent aux Meeple Olympiades, ben, ils sont capables de nous accueillir en grand. Alors, félicitations à vous autres, c'était vraiment cool. Alors, pour ce qui est de mon coup de cœur, au mois de mai, je vous dirais que ça a été difficile. Je dirais que c'est entre 2 ou 3 jeux que ça s'est joué. Il y avait d'un côté, là, honnêtement, j'ai joué beaucoup à Darwin's Journey, que j'ai adoré. Mais je pense que mon coup de cœur pour le mois de mai, parce que c'est un jeu que j'ai joué au mois de mai. Alors, c'est celui-ci, c'est celui qui s'appelle Hegemony, Lead Your Class to Victory. Alors, c'est un jeu qui m'a vraiment beaucoup impressionné. C'est pas un jeu qui est à la portée de tout le monde. C'est un jeu qui est quand même assez complexe. Mais c'est un jeu qui va se jouer donc de 1 à 4 joueurs. Le 1, c'est seulement si vous avez l'extension, je pense, qui vient avec la version Kickstarter. Je ne sais pas s'il va finir par arriver en magasin. Mais moi, j'ai joué une partie à 3 joueurs. Et dans le fond, on joue une classe sociale. Donc, on a la classe ouvrière, donc les travailleurs. On a la classe capitaliste qui va s'occuper de mettre des compagnies à faire fructifier. Et on a la classe moyenne qui est un petit peu entre les deux. Et c'est un jeu et en plus, le 4e joueur va jouer l'État. Et c'est un jeu qui est très asymétrique, où chacune des classes va avoir ses actions, il va avoir ses façons de faire des points, mais où tout le monde va devoir quand même travailler ensemble pour assurer le succès de sa propre classe sociale. Comme moi qui jouais les capitalistes, par exemple, mais j'avais pas le choix de m'arranger pour bien pour placer et pour faire fructifier des compagnies. Mais pour fructifier des compagnies, je dois engager des travailleurs qui viennent soit de la classe ouvrière ou soit de la classe moyenne, en leur donnant un salaire. Et si je baisse trop leur salaire pour maximiser mes profits, mais ça se pourrait très bien que la classe ouvrière soit un petit peu tannée et décide de me faire une grève. La grève va leur enlever des revenus à eux autres, mais moi, va m'empêcher de produire. Et moi, ma production va me permettre de mettre sur le marché différentes choses que les 2 autres classes vont pouvoir venir m'acheter. Et donc, chacun a vraiment leur façon spécifique de pouvoir donc faire des points, fonctionner, interagir. C'est comme un des premiers jeux où les jeux de négociation, des fois, ça peut devenir fastidieux, mais ce jeu-là, il est naturel. Je pense que c'est ça, c'est qu'on joue et on n'a pas vraiment l'impression qu'on est en train de faire de la négociation parce que ça fait partie du jeu et c'est pas quelque chose qui est comme « Ah, il faut absolument que je fasse une négociation pour mettre mon adversaire dans un coin. » Non, il faut que je fasse une négociation pour qu'on s'entraide ensemble, mais tout en les aidant pas trop parce que faut que je m'assure de faire des points. Il y a un système aussi de vote où on va voter sur différentes lois, là, où je dirais section de la politique et de l'économie qui va se transformer, comme par exemple, est-ce qu'on veut que les hôpitaux soient gratuits? C'est sûr que quand les hôpitaux sont gratuits, ben c'est pas bon pour la classe capitaliste qui veut faire de l'argent, mais c'est très bon pour les 2 autres classes qui, eux autres, ont souvent besoin d'avoir des bons soins pour pouvoir faire des points. Bref, ce jeu-là, c'est un des plus beaux designs que j'ai vu depuis longtemps. La prise en main est difficile, mais le jeu, il est vraiment exceptionnel. Il va sortir en magasin. Il va aussi sortir en français.
C'est pas un jeu à la portée de tout le monde, mais je peux vous dire que si c'est quelque chose qui vous intéresse, vous avez là un véritable chef-d'œuvre. Alors voilà, c'est officiellement mon coup de cœur du mois de mai. Hegemony, Lead Your Class to Victory. Allez, on passe au prochain. Un autre mois qui se termine et c'est le temps du coup de cœur du mois de mai. Alors merci David pour cette belle tribune. Je sais que j'ai manqué les dernières éditions, je m'en excuse. C'est un segment que j'adore regarder également pour pouvoir voir un peu les coups de cœur de tout le monde. Donc pour ce mois-ci, c'est très simple. Ce n'était même pas une question, ça n'a même pas été un coup de cœur, ça a été une obsession totale pour moi. Je suis tombé dans le jeu Star Wars Shatterpoint. Alors, Star Wars Shatterpoint est un jeu de miniature. Donc, c'est un jeu où on va devoir monter ses figurines, les peindre pour pouvoir jouer. Alors, c'est un jeu d'escarmouche qui ressemble un peu à des jeux comme Warhammer. Le gros avantage de Star Wars Shatterpoint, c'est son accessibilité. Donc, contrairement à beaucoup des jeux de ce type-là, je trouve que celui-là se prête très bien pour être un beau tremplin vers ce type-là. Donc, c'est certain que c'est pas pour tout le monde, mais j'ai trouvé que les règles sont très dynamiques. Le jeu est rapide, contrairement à des jeux habituellement qui sont beaucoup plus longs. Il n'y a pas énormément de figurines non plus. Il y a du beau stock et j'ai trouvé que le jeu était vraiment bien fait. Donc ça a été un gros plus. Je me suis replongé dans l'univers de Star Wars également, à réécouter les films et même écouter The Clone Wars. Donc j'ai eu beaucoup de plaisir à y jouer. Le jeu a occuper mes pensées, occuper mon temps également parce que je me suis donné, j'ai peint tous les décors du jeu, donc je me suis bien amusé à me remettre à peindre. Ça faisait une éternité que j'avais pas peint des choses et j'ai même décidé de peindre toutes les figurines de jeu. Donc j'ai mis vraiment les bouchées doubles. Donc le mois dernier a vraiment été consacré à Star Wars Shatterpoint. J'ai eu l'occasion de jouer plusieurs parties également. Donc c'est vraiment un jeu que j'apprécie. Comme je dis, le dynamisme du jeu fait en sorte qu'il se démarque de d'autres jeux de ce type-là. Et malgré le fait que oui, c'est une grosse boîte, donc oui, c'est assez dispendieux, mais il reste que comme une entrée en matière dans ce type de jeu-là, je trouve que ça se fait très bien. Donc si jamais l'univers de Star Wars vous intéresse et que vous avez toujours été curieux un peu des jeux de type d'escarmouche comme ça, ça se trouve à être un très beau tremplin. Donc je me suis également donné et j'ai aussi acheté les extensions, les choses comme ça. Donc je suis vraiment all-in dans ce jeu-là et j'ai énormément de plaisir et c'est la raison pour laquelle il est mon coup de cœur. Bonjour Internet, Pierre-Louis Renaud pour Etu Game avec mon coup de cœur ce mois-ci. Il se trouve qu'on a essayé un paquet de jeux de la compagnie Loki, qui est une compagnie qui font des jeux pour enfants, pour la famille. Et j'ai joué à plein de jeux jeunesse avec ma fille et j'ai découvert un jeu qui me plaît autant à moi qu'à elle. Et ça, c'est précieux comme parent quand tu trouves un jeu qui n'est pas bébé et auquel tu prends plaisir à partager, découvrir avec tes enfants. Et c'est Magic Market. C'est un jeu dans lequel on incarne des vendeurs d'objets magiques, vendeurs-vendeuses, et on va avoir un petit plateau rotatif avec des clients. Et les clients, c'est des petits chapeaux de sorciers, et quand on les retourne, on découvre quel type d'objets ces sorciers-là veulent acheter. Donc, il y a un aspect jeu de mémoire, parce que comme le plateau est rotatif, au début de chaque tour, ces sorciers-là vont se promener dans le marché. Alors, il va falloir se rappeler quel sorcier veut quel objet, parce que c'est pas toutes les catégories d'objets qu'on a dans notre kiosque. Et c'est super intéressant parce qu'il y a un petit jeu de hasard après pour déterminer quel objet va être vendu à quel prix. Et il y a des objets qui sont toujours plus valables que d'autres. Et en plus, il y a un élément de négociation, parce qu'à la fin de la partie, tu dois avoir acheté un objet à chacun de tes amis, à chacun de tes collègues, aux autres joueurs. Alors, il va falloir que tu négocies les prix. Et si tu n'es pas capable de t'entendre, à la fin de la partie, tu vas acheter des objets au hasard chez les autres. Et là, ça se peut que tu paies le gros prix. Vraiment intéressant. Ma fille a déclaré dès la première partie que c'était son nouveau jeu préféré. Et puis moi, j'ai trouvé ça très plaisant. Simple à expliquer, on se casse pas la tête et les parties durent environ 30 minutes. Alors, c'est pas le petit jeu jetable un peu niaiseux qui se joue tout seul. Non, il y a quand même de la matière. C'est plaisant, c'est simple quand même. C'est pas le nouveau Vital Lacerda, mais vraiment, moi, j'ai eu du plaisir à le découvrir. Donc voilà, c'est mon coup de cœur pour le mois. On vous présente notre coup de cœur du mois, Jeanne d'Arc. C'est un jeu Orléans Draw and Ride. C'est un jeu pour 1 à 5 joueurs, des parties d'environ 45 minutes pour 10 ans et plus.
C'est un jeu, mais pour ceux qui connaissent déjà Orléans, qui était un bag builder, on allait chercher des jetons pour faire des actions, pour avoir des ressources, gagner les meilleurs jetons qu'on pouvait mettre dans notre sac. C'est un peu comme un deck building, mais avec des jetons. Ici, c'est un peu le même principe. En fait, on retrouve beaucoup l'essence de Orléans, dans le sens qu'on a encore les chemins, les petites maisons, on a vraiment plein de façons d'aller chercher des combos, puis gérer les actions selon les jetons. C'est vraiment un roll and write un peu typique, dans le sens qu'il y a beaucoup, il y a beaucoup de bonus quand on réussit à cocher une ligne au complet, une colonne, ça va nous donner des bonus qui nous permettent de faire des actions supplémentaires, puis ça s'enchaîne de plus en plus au fil de la partie. Donc, c'est vraiment bien. Mais sinon, c'est vraiment plus simplifié que Orléans à la base. La manière que ça fonctionne, c'est qu'au début de la manche, on va piocher un certain nombre de jetons, puis à tour de rôle, chaque joueur va en choisir un et va résoudre l'action qui va avec le jeton. Les actions, c'est un peu comme soit gagner des ressources directement qu'on vient cocher sur le tableau des ressources, soit gagner des sous qu'on coche directement là-dessus. On peut utiliser les sous avec l'action d'un certain personnage pour aller débloquer certains, un peu comme les cartes qu'il y avait dans Orléans, mais là, c'est des places que chaque joueur va cocher qui sont uniques à ce joueur-là. Et sinon, on va pouvoir se déplacer sur les chemins, gagner les ressources au travers du chemin et construire des habitations. Parce que comme dans Orléans de base, le gros des points, la majorité des points, c'est vraiment selon le nombre de maisons qu'on va faire, selon le nombre de personnages qu'on débloque, puis selon notre niveau de connaissance qu'on a accumulé pendant la partie qui va faire la majorité des points. Donc c'est vraiment bien, c'est bien fait. C'est stimulant parce qu'il y a beaucoup de bonus qu'on débloque. Comme je disais, on sent vraiment l'essence d'Orléans, fait que ça, c'est un gros plus pour le jeu, mais quand même plus simplifié. Et question rejouabilité, ce qui est fun aussi, c'est que il y a les cartes qu'on vient cocher ici qui sont sur le jeu, mais on peut choisir de ne pas jouer avec et de prendre, il y a un paquet de cartes qui vient avec pour faire plus de variété d'une partie à l'autre. Ce qui est le fun aussi, c'est que ceux qui aiment jouer solo, le verso de la feuille, c'est un plateau fait spécifiquement pour jouer en solo, fait que c'est encore un bel ajout au jeu, qui est Jeanne d'Arc, qui est un Orléans Draw and Write. Bonjour, mon nom est Martin de l'Atelier du Meeple et merci encore au professeur Board Game pour nous recevoir pour ses coups de cœur du mois. Cette fois-ci, au mois de mai, je vous présente le jeu de Loop. Voici plusieurs raisons d'apprécier ce jeu. Alors, The Loop, c'est d'abord une mécanique de deck building où vous avez une pioche, un personnage avec son pouvoir spécial et des cartes mises en jeu à chaque fois. J'ai choisi Mr. Time pour vous montrer. Une fois pendant sa phase d'action, vous pouvez déplacer un agent d'une époque. Alors, il peut aider toute l'équipe à se déplacer plus facilement. Et vous avez des symboles ici qui sont très importants parce que le jeu s'appelle The Loop. Et une fois que vous avez joué dans votre jeu les différentes cartes, comme ça, celle-là est faite, bien, vous pourriez dépenser sur le plateau de jeu un cube vert à l'endroit où vous êtes pour faire un loop, c'est-à-dire dépenser ce cube vert et refaire les fameuses deux des trois cartes dans ce cas-ci parce qu'elles ont le même symbole. Alors, le jeu de loop vous permet de voyager dans le temps. Et c'est ça qui est intéressant. Qu'est-ce que c'est que voyager dans le temps dans le loop? Bien, c'est entre autres combattre le Docteur Fou et sa terrible machine à faille temporelle. Alors, le Docteur, c'est lui, il est là, et à chaque tour, dépendamment combien de clones seront à son époque, vous devrez lancer 2 failles temporelles, plus une par clone dans cette petite machine qui distribue les failles temporelles. Et si vous en accumulez 4 dans une section, eh bien, elle sera complètement détruite et vous ne pourrez pas accomplir les fameuses quêtes qui se retrouvent tout le tour du jeu où vous avez des missions bien spéciales à remplir. Le jeu vient avec plein de missions. La mission de base qui est sabotage et à l'envers, vous en avez une pour combattre les clones. Vous en avez une avec l'extension Foodzilla, qui est la Foodzillacopalypse, et les 7 boules de Keiju. Et il y a la centrifugeuse laser aussi, ainsi que l'Ultra Machina. Alors, vous avez beaucoup de choses à faire. Et le jeu arrive avec plein de personnages différents. Et vous pourrez en ajouter selon les différentes extensions, que ce soit la Brigade à poil ou Foodzilla. Ça ajoute des personnages tout le temps plus intéressants, plus colorés. Ça ne se prend pas au sérieux, c'est drôle, les dessins sont magnifiques, c'est vraiment très intéressant. Alors, The Loop, c'est le fun,
ça se prend pas au sérieux et c'est difficile à battre. Et dans un jeu coop, c'est tout ce qu'on recherche. Je vous le conseille vivement. Salut les gamers! Sam de Board Game Duel. Ce mois-ci, mon coup de cœur, c'est un jeu que j'ai depuis quand même longtemps, que j'avais joué quelques fois quand je l'ai reçu, puis tu sais, qui était resté dans ma collection, mais sans plus. Puis je l'ai ressorti dernièrement. C'est le jeu Crusaders Thy Will Be Done. Fait que comme je disais, en mai, je l'ai sorti pour le montrer à un de mes amis, puis on a joué sur la table, puis depuis ce temps-là, on a même une partie sur BGA qui roule en tour par tour constamment. Donc je suis vraiment retombé dedans. C'est un excellent jeu dans lequel on est des chevaliers, templiers, croisés au Moyen-Âge. Donc on va tenter de répandre notre influence partout en Europe et au Moyen-Orient. On va construire des bâtiments. On va tabasser les gens qui n'ont pas la même religion que nous parce que c'était ça la mode à l'époque. Donc c'est un jeu où il va y avoir, on va construire notre tableau, améliorer nos actions en construisant les différents bâtiments, mais sa grosse particularité, c'est son système de sélection d'actions. Dans le fond, on va avoir une espèce de mancala, donc on a des espèces de pointes de pizza qui a les différentes actions dessus, puis il va y avoir des pions qui vont aller sur ces pointes-là, puis plus il y a de pions sur une pointe, plus l'action, quand on la fait, elle devient forte, puis après l'avoir fait, on doit distribuer les pions sur les pointes suivantes, donc on laisse un pion par pointe, puis on distribue les actions comme ça, donc ça demande un peu de planification à moyen long terme, mais en même temps, il faut réagir à ce que nos adversaires font, parce on va avoir nos petits chevaliers sur un plateau commun qui vont se déplacer, on peut se jouer d'impact un peu avec les adversaires, donc oui, il y a du long terme, mais il faut aussi s'adapter sur ce que les autres font à court terme. C'est un beau mélange des deux, vraiment un bon jeu d'optimisation puis de construction d'engins. J'aime beaucoup. Si vous voulez l'essayer, il est sur Board Game Arena. Donc, Crusaders, Thy Will Be Done, mon coup de cœur pour mai 2023. À la prochaine! Donc bonjour à tous, c'est Elsa de la plateforme Ludipsy et je vous présente mon coup de cœur du mois. C'est un jeu que j'ai eu le plaisir d'essayer avec un couple d'amis. Un jeu qui est peut-être déjà connu, c'est pas nécessairement une grosse nouveauté, mais c'est le jeu Paper Tale. Paper Tale, qui est en fait un jeu de stratégie, un jeu de draft, de combinaison de cartes, dans lequel, bien sûr, c'est un jeu compétitif, donc on veut gagner de notre côté. Qu'est-ce qui est très intéressant dans ce jeu-là, puis ce que j'ai trouvé assez, on va dire, innovant, c'est le concept de vieillissement des cartes. Ça veut dire que les cartes ont des personnages qui ont différentes actions et à travers les tours de jeu, les cartes vont vieillir et les cartes peuvent mourir. Donc, on doit non seulement gérer différentes ressources, gérer nos combinaisons de cartes pour les mettre en place et faire différentes actions, mais on doit aussi faire attention au vieillissement de nos cartes. Donc, quand les cartes vieillissent et décèdent, ils sont discartés et il y a certains pouvoirs, bien sûr, qui permettent de préserver la vitalité des cartes ou parfois même de manière stratégique de décéder plus rapidement. Donc, il y a vraiment un concept assez intéressant, un peu qui amène un petit côté narratif. Ici, je ne parle pas d'un jeu narratif, mais il y a vraiment le concept d'évolution des personnages qui est assez intéressant. Il y a une forme d'histoire aussi à travers les stratégies de cartes qu'on met en place et les interactions, les relations entre les personnages et les cartes. Ça veut dire que c'est un jeu, oui, où est-ce qu'on a une partie de hasard, mais il y a une bonne partie de stratégie où est-ce qu'on doit créer des relations entre les différentes cartes pour attaquer ou aller chercher de différentes ressources. Donc, c'est un jeu familial, un jeu que je sens qui est accessible à tous, une fois qu'on a pris le temps de comprendre les mécaniques et les règlements. Donc, c'est mon coup de cœur du mois, le jeu Paper Tales. Salut tout le monde! Donc, mon coup de cœur pour le mois de mai, c'est Europa Universalis The Price of Power de Eagir Games. Puis, c'est un jeu qui se joue de 1 à 6 joueurs. C'est basé sur le jeu de PC qui porte le même nom, Europa Universalis 4. Principalement, c'est l'histoire de l'Europe entre 1444 et 1618.
Le but là-dedans, c'est pas de conquérir la carte, mais c'est de garder, de former un empire et la garder stable. Vous allez devoir faire ça là, en faisant plusieurs choses. Il va y avoir de la diplomatie. Vous allez pouvoir aussi, via des mariages, faire des alliances avec les provinces alentours. Vous pouvez les appeler aux armes lorsqu'il y a des guerres, parce que oui, il y a une partie là-dedans qui est de la guerre. Ce n'est pas que ça. La guerre, c'est une partie, à peu près, je vous dirais, 30% de ça. Vous allez avoir à dealer avec des événements qui sont historiquement factuels. Vous allez avoir, là, vous allez pouvoir appointer des conseillers, conseillers militaires, conseillers administratifs, conseillers diplomatiques. Vous avez un souverain qui est aussi historiquement factuel la plupart du temps. Vous allez avoir là, de la diplomatie à faire, vous pouvez mettre de l'influence alentour. Il y a même la religion là-dedans qui joue un grand rôle à cette époque-là. Là, c'était fort, là, le catholicisme, le protestantisme, le musulman et tout ça. Donc, il peut y avoir du clash avec ça. Vous pouvez, si vous avez le temps aussi, aller explorer les nouveaux mondes. Il y a toute une partie de ça pour aller explorer l'Amérique, explorer l'Océanie, explorer l'Asie. Bref, j'en ai pas assez de 5 minutes pour vous présenter ce jeu-là. Il est vraiment très complet, très complexe. Je vous dirais que c'est un des plus complexes que j'ai joué, mais il vaut tellement la peine. Puis, vous devez vous dire, mais comment ça, de 1 à 6 joueurs, on peut jouer en solo qu'un jeu compliqué comme ça? Bien oui, il y a un bot là-dedans qui est fait par le légendaire David Turkzy. Qui fonctionne avec des flowcharts. Donc, on sort une carte, on regarde l'action qu'il doit faire, puis on a une charte qui nous indique là, qu'est-ce qui se passe étape par étape, avec des questions oui, va là, non, fais ça, oui, fais ça. Un petit peu comme Undaunted, un petit peu, là, mais beaucoup plus complexe, mais chapeau à lui parce que ça simule vraiment un adversaire. Donc, c'est pour ça que je trippe, parce qu'un jeu compliqué comme ça, normalement, c'est rare qu'on peut avoir un mode solo. Mais ça a été fait, puis ce jeu-là, là, c'est un vrai bijou, c'est un de mes tops là, favoris de tous les temps, je vous dirais. Donc, c'est mon coup de cœur de mois de mai, Europa Universalis de Price of Power. Donc, à bientôt tout le monde! Salut tout le monde, Mathieu de On Joue Dessus. Je vous présente mon coup de cœur du mois de mai, The Great Wall. The Great Wall, c'est un jeu que j'ai découvert l'année dernière, donc en 2022. Il avait même fait mon top 3 des jeux de 2022, donc c'est un jeu que j'aime déjà depuis longtemps. Mais c'est un jeu que j'avais pas ressorti depuis l'année dernière. Et ce mois-ci, pendant le mois de mai, on a réussi à le sortir 3 fois. Et puis les 3 fois, j'ai adoré ce jeu. Je sais que c'est vraiment pas un jeu pour tout le monde. Et puis je sais que même moi, il y a des choses qui m'énervent dans ce jeu-là. Mais je le trouve quand même génial. C'est fou comme... J'ai l'impression que quand on aime vraiment quelque chose d'amour, on peut y accepter tous les défauts possibles. Parce que oui, les règles sont mal écrites. Oui, à chaque fois que je fais une partie avec quelqu'un, ils vont toujours me demander « Mais ça, est-ce que je dois te faire ça? » Puis là, je suis comme... Il faut que j'aille regarder dans les règles. Puis là, je regarde dans les règles, j'aime pas les livres de règles. Puis je le tourne, puis je trouve rien de ce que je veux. C'est vraiment long et pénible. Mais... quand on est dans le moment en train de jouer, les décisions qu'on prend, les conséquences qui se passent sur le plateau, c'est toutes des choses que je trouve géniales. Avec les explications de règles et tout, on était souvent autour de 3 heures, mais je vous jure que j'aurais jamais deviné que c'était 3 heures. Ça va vite. On est toujours en train de participer au jeu parce que il y a un peu cette mécanique, j'ai envie de dire à la Race for the Galaxy, mais maintenant je vais dire à la Earth, où on joue un peu tous. Si moi je joue une action, les autres vont pouvoir faire quelque chose. C'est vraiment moins fort que ce que le joueur va faire, mais on est toujours en train de réfléchir, ok, maintenant lui il a fait ça, donc moi je vais faire quoi avec mes bonhommes? Et aussi, une de mes choses préférées dans les jeux de société, c'est un peu du semi-coopératif. C'est-à-dire que on est tous des clans qui doivent défendre la Grande Muraille, et puis tous ces clans, on se fait attaquer par j'ai envie de dire des monstres, mais c'est pas des monstres, mais c'est des envahisseurs. Et donc, il y a un peu cette idée que, hey guys, là, sur cette muraille-là, on va se faire taper, là, on va tous perdre des points, fait qu'il faudrait aller le défendre. Mais, bien sûr, la personne qui va aller défendre va faire les points, mais peut-être que moi, j'ai envie de dire aux autres, hey, va défendre la muraille, pendant que moi, je vais améliorer mon personnage, qui va aussi me faire des points d'une autre façon. Donc, il y a vraiment des discussions vraiment chouettes autour de la table. C'est d'ailleurs un jeu que j'ai les 2 extensions, et puis j'ai vraiment hâte de pouvoir passer à ce stade-là, parce que là, après, j'ai fait peut-être 5-6 parties maintenant, je pense que je suis prêt à voir ce que les extensions peuvent offrir. Et puis, bien sûr, une fois que je l'aurai fait, je vous en ferai un retour sur la chaîne. Hey, salut tout le monde, c'est Jeff. Danny. Nikki. Et Steve. Et nous sommes de la chaîne Les Deux Pions. Et aujourd'hui, c'est notre grand plaisir de nous joindre à la chaîne du professeur Board Game avec tous nos amis YouTubers pour vous partager nos coups de cœur. Et je vais commencer avec ce que vous voyez à l'écran déjà, Boon Lake d'Alexander Pfister.
Alexander Pfister fait partie de mes 3 auteurs de jeux préférés. Boon Lake, ça faisait un moment que je l'avais et j'avais comme jamais eu le temps de vraiment le lire et de le mettre sur la table avec tous les jeux qu'on reçoit, qu'on doit lire, qu'on doit jouer. Il avait comme pris le bord un peu. Je m'en veux énormément parce que dès que j'ai eu la chance de le mettre sur la table, j'ai adoré mon expérience. C'est un jeu où on va utiliser des cartes, beaucoup de cartes, et on va parcourir une rivière comme c'est ici, et on va aller développer en même temps des zones. C'est comme une nouvelle région dans laquelle on arrive et on veut développer cette zone-là, mais avec une meilleure conscience sociale, écologique, tout ça. Et on va développer des projets avec des cartes. Et chaque carte qu'on va développer va nous donner des pouvoirs, que ce soit des pouvoirs pendant le jeu ou des pouvoirs de scoring, de fin de game, ou toutes sortes de choses comme ça. Et ce que j'ai aimé dans le jeu, c'est qu'il y a une sélection d'actions que je vais essayer de vous montrer. Et la sélection d'actions, c'est un joueur va choisir l'action, mais tout le monde va faire la même action. En fait, va faire une deuxième action. Le joueur principal va faire l'action du début et tout le monde va avoir une autre action qui va suivre. Même le joueur qui a choisi l'action. Donc, on est toujours en train de jouer. C'est ce que j'ai aimé. C'est un jeu qui est fluide, qui tourne bien. C'est quand même un bon 2 heures, mais on dirait que ça paraît pas que c'est 2 heures parce que tu es tout le temps en train de faire quelque chose pendant le tour des autres et tu as vraiment un sentiment, c'est pas une course, mais tu as quand même un sentiment de course. Tu vois le développement des autres, tu te dis, OK, là, il faut que je fasse des objets. J'ai beaucoup aimé le fait aussi qu'il y a un énorme paquet de cartes et toutes les cartes que je piochais m'avaient toutes l'air très intéressantes. Donc, j'avais tout le goût de les développer, mais il faut faire des choix et les cartes sont souvent une façon de payer pour développer les autres choses. Fait que, bref, j'en dis pas plus long, mais encore une fois, Alexander Pfister, pour moi, a frappé un coup de circuit avec ce jeu-là. J'ai adoré, j'ai joué plusieurs parties déjà, j'ai hâte de rejouer. La fluidité, je pense, est la grande force du jeu. C'est les Maple Leafs de Toronto qui ont passé le premier tour des séries. Non, c'est pas vrai, on parle de jeu de société, excusez. Donc, mon jeu, c'est Pagan, un jeu de duel où un joueur se retrouve à être une sorcière qui doit lever un rituel maléfique, tandis qu'un chasseur enquête dans un village pour trouver qui est la sorcière. Donc, c'est un jeu d'identité secrète. La sorcière est un des 9 personnages dans le village. Et en fin de compte, on va, en alternance de tours, visiter les 9 personnages qui vont nous donner des pouvoirs, soit de piger des cartes, soit de jouer des cartes, ou soit d'obtenir des jetons. Ils ont des noms différents dépendant si on est le chasseur ou la sorcière, des jetons indices. Et, les secrets? Oui, les secrets, effectivement. Donc, on va jouer ça sur les personnages et chacun des personnages a des cartes pour lui, en fin de compte. Donc, le chasseur va avoir des citoyens qu'il peut activer lors de son tour. La sorcière va pouvoir jouer des potions ou des familiers, dépendant le jeton qu'elle va jouer. Donc, j'ai adoré ce jeu, mais la boîte est quand même petite. On pourrait penser que c'est un filler de 20-30 minutes, mais non. Détrompez-vous. Ça va être au moins 1 heure, dépendant de comment les joueurs vont jouer. Ça peut être 1 heure et quart, ça peut être même 1 heure et demie si on étire la game au maximum. Mais j'ai adoré ce jeu qui se nomme Pagan, qui est un jeu... Puis pour ceux qui aiment les jeux vidéo, ben c'est le même artiste qui a fait The Darkest Dungeon. Oui, visuellement, le jeu était écœurant. Ah, vraiment. Puis j'ai joué moi aussi plusieurs parties. J'ai beaucoup aimé. C'est le fun, une personnalité cachée comme ça à 2 joueurs. Puis c'est très difficile. Le chasseur peut tuer des personnages, peut innocenter des personnages, mais à la fin de la partie, on sent que les deux côtés peuvent gagner. Fait que souvent, ça va jouer sur 1 ou 2 tours vers la fin. Très tendu. Puis les 2 rôles se jouent complètement différemment. C'est très asymétrique aussi. Donc, j'ai beaucoup aimé. On continue avec Steve. Mon coup de cœur, Scarface 1920. Donc, j'ai joué plusieurs parties à date et je dois dire que mes dernières parties, ça a bien roulé et vraiment thématique, incroyable, parce qu'on joue des mafieux dans le temps de la prohibition. Prohibition, c'est le terme que je cherchais. Et donc, on joue des personnages mythiques comme Al Capone. Fait qu'on se développe dans Chicago, on prend possession de quartiers, de districts,
et on essaye de vendre de l'alcool, des armes, et on essaye de nuire un peu à nos collègues, tout en faisant un petit principe de deck building. Encore là, un côté artistique vraiment fabuleux, vraiment aimé. Donc, on se construit une main de cartes avec nos cartes qu'on permet de faire nos actions. Et là, on envoie de nos fiers à bras, soit dans Chicago, peut-être aller dans la pègre et faire des actions douteuses. Ou peut-être même aller à la police et les soudoyer. Les soudoyer pour baisser, leur dire regarde-moi pas trop, puis regarde un peu plus les autres. Fait que non, vraiment un jeu que j'adore et qui va ressortir, que j'ai fait découvrir à d'autres personnes qui ont bien aimé aussi. Ouais, j'ai beaucoup aimé. Côté thématique, immersion, tu te sens vraiment un mafieux qui développe son gang. Et puis il y a un petit côté upgrade où on a notre board et on l'améliore, notre gang. Et on ne peut pas tout débloquer dans une partie. Donc vraiment... Beaucoup de rejouabilité, oui, effectivement. Vraiment. Super, c'est très le fun, effectivement. J'ai hâte de rejouer d'ailleurs. Merci Steve. On y va. On termine ça en beauté avec Nicole. Nicole et son jeu Revive. Et lui aussi, j'aurais aimé l'essayer. Oui, Colin, bien. Mais écoute, déjà quelques parties de jouer de Revive, je ne me lasse pas. Visuellement, c'est peut-être pas le plus beau, je veux dire, dans le sens où on regarde la boîte, ça nous donne peut-être un son de cloche qui est différent avec l'espèce de fleur là, qui est sur le couvercle de la boîte. Mais à l'intérieur, il y a un petit trésor qui est Revive. Donc, on a tous un paquet de cartes en début de partie qu'on va utiliser, qu'on va pouvoir bonifier là, en faisant différentes actions. Donc, 2 actions en notre tour. On peut explorer parce que dans le fond, la Terre aura subi un cataclysme quelconque. Et là, on se réapproprie la Terre. Donc, on ressort, on va aller explorer, on va pouvoir bâtir, construire dans le fond des bâtiments, placer des petits meeples là, dans les différentes villes du jeu. Donc, différentes actions qui peuvent être faites en combinaison. Et parallèlement, ben, on va avoir notre plateau joueur où là, on va avoir des petits pions qu'on va pouvoir, là, dans le fond, une espèce de comment dirais-je? Des petits track. Ouais, c'est ça. 3 tracks. Track évolutive. Oui, exactement. Qu'on va faire avancer pour s'ouvrir des nouvelles possibilités, des actions gratuites, des nouvelles façons du carré. Je l'ai joué à 2, à 3, à 4. Ça fonctionne et ça a l'air de rien au début. Ça part avec un beat un peu plus lent, le temps qu'on monte un peu nos ressources puis qu'on monte un peu notre jeu. Et après ça, ça déboule, là. Clignez pas des yeux parce qu'à un moment donné, pouf, c'est terminé, on arrive au scoring final. C'est vraiment très bien, très fluide. On parlait de fluidité tantôt. On le ressent là, il n'y a pas beaucoup de downtime, on s'entend bien. Puis au niveau de la mécanique, ben, petit deck de base, donc 3 cartes qui vont dans notre petit sas là, d'hibernation. On a d'autres cartes en main, on va les jouer soit au-dessus, soit en dessous de notre plateau. On réalise des actions là, qui demeurent apparentes. Puis ensuite, bon, selon les actions qu'on va faire, on va pouvoir aller chercher une nouvelle carte, donc un peu de mécanique de deck building ici. Puis, ce que j'ai trouvé intéressant, c'est qu'on fait une phase d'hibernation, de repos, de refresh, après ça, comme vous voudrez, qui est vraiment un tour de jeu. Mais on va d'abord aller chercher les cartes qui sont dans notre petit sas, là, qui sont endormies. Donc, ça va être nos nouvelles cartes en main. Les cartes qu'on a utilisées vont aller se reposer pendant un moment. Donc, ça permet de rouler les cartes. J'ai trouvé ça super intéressant. Ouais, ça donne le goût, ça donne le goût. Jouer encore là. Super. Mais voilà, à rejouer, j'ai hâte de vous le faire découvrir, les gars. Ouais. Ben, merci beaucoup, Nicole. Merci aussi, Steve et Danny. C'est ce qui fait le tour de nos coups de cœur. J'espère que vous avez apprécié. Merci beaucoup au professeur Board Game de nous inviter à tous les mois. Ciao. Au revoir tout le monde. À la prochaine. Bye bye. Bonjour tout le monde et bienvenue à cette première capsule coup de cœur de la page de C'est à ton tour. On voudrait remercier le professeur Board Game, David, pour cette délicieuse invitation. Et pour ceux qui ne le savent pas, c'est quoi la page de C'est à ton tour? Ben, on ne se retrouve pas sur YouTube, mais on est sur Facebook et Instagram. Notre but, c'est de parler de l'actualité ludique au travers de notre appareil photo. On s'en va à l'intérieur du jeu, dans la macro photo. On va jouer avec les composantes, on va le rajouter dans un environnement extérieur, on va rajouter de la lumière, des flashs. Vraiment, vous allez retrouver vos jeux favoris sous un angle différent. Je suis certain que vous êtes curieux, on vous invite à visiter nos réseaux sociaux. Mais voilà,
De quel jeu allons-nous vous parler aujourd'hui comme coup de cœur? Évidemment, comme on se spécialise dans la photographie ludique, ça nous prenait un jeu qui est très coloré et qui est magnifique sur une table de jeu. J'ai découvert ce jeu au Festival des Jeux de Cannes, à Cannes, et je l'ai tellement aimé que j'ai amené le démo avec moi et j'aimerais remercier les gens de Don't Panic Games de m'avoir offert le jeu. C'est un jeu qui est disponible en Europe depuis un certain temps, mais qui sera bientôt disponible au Canada en français très bientôt. Il s'agit de Wild Serengeti. Je ne sais pas si c'était nécessaire de faire ça. Dans Wild, vous êtes au parc national du Serengeti. Vous êtes un cinéaste et vous devez faire le plus beau film sur la faune sauvage. Si vous réussissez à récolter un certain nombre de scènes incroyables, vous allez gagner la partie. Tout au long de la partie, vous allez récolter des cartes scènes. Ces cartes représentent différents types d'animaux qu'il faudra positionner dans votre cadre. Si vous réussissez, vous gagnerez des bénéfices et ou des points de victoire. Pour arriver à créer ces magnifiques scènes, il faudra utiliser les diverses actions qu'on retrouve sur le plateau du jeu. Ces actions vous permettront de positionner des animaux, d'en l'interchanger, de même les déplacer. Et la dernière action, il sera possible d'acquérir d'autres cartes scènes. Évidemment, ces actions ont un coût. Si vous êtes le premier, ça coûtera un petit peu d'argent. Mais si vous êtes dans les derniers, dans les retardataires, ça va vous coûter un peu plus cher. Vous allez voir qu'au fil de la partie, le grand plateau va être rempli d'animaux sauvages. Ce sera de toute beauté. Et malheureusement, à la manche 4, 5 et 6, il y aura une grande période, la période de migration, où certains animaux vont disparaître comme par magie. Il y a également la grande cérémonie en fin de partie. Si vous êtes le joueur avec le plus d'animaux d'un certain type que vous avez récupéré avec vos cartes scènes, vous récolterez un certain nombre de points de victoire non négligeables. Vraiment, Wild Serengeti est un jeu à découvrir. Il est beau, il est magnifique, les composantes sont de qualité, les animaux sont en bois, le plateau est coloré. Il n'y a aucun problème au niveau de la rejouabilité car il y a plus de 165 cartes à l'intérieur du jeu. Alors voilà notre coup de cœur pour ce mois-ci et au mois prochain, si nous avons bien fait ça. Ciao! Bonjour à tous, c'est Marion de la chaîne Je vous explique les règles. Ce mois-ci, je fais une petite entorse au règlement parce que je vais pas vous parler d'un seul jeu coup de cœur, je vais vous parler d'une gamme, la gamme des Cosmoludo qui sont derrière moi. Les Cosmoludo, ce sont des jeux abstraits uniquement pour 2 joueurs, c'est des jeux extrêmement stratégiques, ils ont toutes leurs petites subtilités, mais dans chacun d'eux, vous allez déplacer des pièces en bois selon certaines règles pour pouvoir gagner sur votre adversaire. Pour moi, c'est des jeux hyper malins, dans des formats qui s'emportent vraiment facilement partout. C'est une gamme que j'apprécie tout particulièrement parce que vraiment les jeux sont d'une intelligence sans pareil. Vraiment, pour des règles ultra simples, il y a une profondeur stratégique qui est extrêmement intéressante. Donc si vous avez jamais eu l'occasion d'essayer un des jeux de la gamme, je vous conseille vraiment de vous y mettre, juste de leur donner leur chance. Je sais que les jeux abstraits, ça n'attire pas tout le monde parce qu'il n'y a pas de thématique forte, il n'y a pas de beau matériel, sauf que là, évidemment, il y a quand même des chouettes pièces en bois que vous allez pouvoir manipuler avec plaisir. Et si jamais il fallait n'en choisir qu'un, mon coup de cœur va pour Okito, qui a quand même une stratégie, je dirais, assez proche des échecs. Il va falloir vraiment réfléchir à tous ses coups à l'avance. Il va falloir essayer de ne pas laisser d'avantage à votre adversaire. C'est vraiment un jeu que j'aime particulièrement. Donc si jamais votre configuration principale c'est d'être à 2 joueurs, n'hésitez pas à essayer un de cette gamme-là. Merci David de m'avoir laissé participer une fois de plus à ce segment. Et je vous dis au mois prochain. Bonjour chers amis et collègues gamers.
Bienvenue à ce segment coup de cœur du mois de mai 2023 de la part d'un membre Patreon de la communauté du Professeur Board Game. Je m'appelle Jean-Michel et aujourd'hui je vous présente mon jeu coup de cœur du mois dernier. Il s'agit de Vegetables Stock. Un jeu de environ 15 minutes qui se joue de 2 à 6 joueurs et qui, malgré sa thématique là, des légumes, n'a absolument rien à voir avec le jeu point de salade. C'est un jeu plutôt à saveur économique, je dirais, et de set collection. Donc, en quoi consiste ce jeu-là? Ben, en fait, il va se dérouler en 6 rondes et au courant des 6 rondes, on va devoir accumuler des cartes pour se créer une collection de légumes. Et le but du jeu va être d'avoir la plus grande valeur de notre ensemble. Donc, chaque légume à la fin de la partie va être représenté d'une valeur de 0 à 5. Et le joueur qui va comporter le plus de points va remporter la partie. De la façon que ça va se dérouler, le jeu dure 6 manches ou 6 rondes. Et au courant de notre tour, ce qu'on fait, c'est très simple, c'est de prendre une carte au centre de la table. Donc, il va y avoir des cartes du même nombre de joueurs plus 1. Et nous, ce qu'on fait, c'est qu'on choisit une carte qu'on ajoute à notre collection comme ça. Donc, si je prends cette carte-là, j'additionne, je vais avoir 2 tomates et une carotte dans ma main. Lorsque tous les joueurs vont avoir pris une carte, il va en rester une sur la table. Donc, c'est cette carte-là qui va faire bouger le marché. Donc, dans ce cas-ci, les tomates vont prendre une valeur de plus 2 et les carottes vont prendre une valeur de plus 1. Ce qui est intéressant, c'est que chaque légume a une échelle de 0 à 5 et peut bouger selon les cartes qui vont rester. La petite twist, c'est que si un légume atteint la valeur 5, ben, la prochaine fois qu'on va additionner ou qu'on va le faire bouger, ben, il va repartir de 0. Donc, à la fin de la partie, un légume peut avoir une valeur de 0 à 5. Et pendant 6 manches, on va accumuler des cartes. Et à la fin de la 6e manche, on prend nos 6 cartes, on additionne les légumes et on va multiplier par la valeur que le légume a atteint pendant la partie. Donc, ça amène quand même des décisions. Puis c'est ce qui fait que c'est mon coup de cœur, c'est que malgré sa simplicité, ça amène des décisions assez crunchy. Il y a de l'interaction indirecte, donc c'est vraiment le fun de faire bouger le marché soit en notre faveur ou soit contre les autres joueurs. Puis il y a vraiment un goût de revenez-y du fait que la partie est vraiment rapide, donc 6 cartes, c'est 6 décisions, mais après ça, on contrôle pas le marché à 100%, on ne sait pas qu'est-ce que ça va donner. En début de partie, c'est assez gris, c'est assez incertain là, de la façon que ça va se dessiner. C'est le fun quand on a le dernier choix parce qu'on peut directement décider comment est-ce que le marché va bouger. Ça peut être vraiment impactant pour le reste de la partie. Mais grosso modo, on termine la partie, puis du fait que c'est rapide, on veut en refaire une tout de suite, ça devient vraiment addictif. Puis la simplicité et la rapidité de mise en place aussi fait qu'on peut l'apporter n'importe où, on peut l'expliquer à peu près à n'importe qui. Puis voilà, c'est vraiment le jeu coup de cœur qui est quand même assez méconnu là, de notre côté de l'Atlantique. Mais je vous suggère vraiment d'y jeter un coup d'œil. Puis je pense que ça a à peu près une valeur de 20$. Donc c'est très facilement achetable là, pour à peu près n'importe qui. Donc merci beaucoup David pour cette tribune. Et je vous encourage fortement à y jeter un œil. Donc Vegetables Stock, ce petit jeu de cartes à saveur thématique de légumes. Salut les gamers, il me reste juste un petit peu de voix après une superbe journée au Meeple Olympiade hier pour vous parler de mon coup de cœur qui ce mois-ci m'a permis de me lancer dans un univers, dans un monde à découvrir avec le jeu Sleeping Gods de Red Ravens Game qui avait été traduit en français par Lucky Dog Games. C'est un jeu de style open world dans lequel on va contrôler le navire, le Manticore, et qu'on va se promener dans un univers dans lequel on a été un peu téléporté de manière mystérieuse et on va essayer de tenter de trouver le moyen de retourner chez nous. Donc on va explorer ce monde-là, découvrir qu'est-ce qui se passe ici. Et évidemment, ça a rapport avec les dieux de cet univers-là, dont le titre du jeu. Donc on va devoir essayer d'accomplir des quêtes, des missions, d'essayer d'aider des gens dans cet univers-là, de décider qu'est-ce qu'on va faire, qui on veut aider, où on va aller. Donc c'est un jeu dans lequel on va se promener sur une carte qui va être représentée par les pages d'un livre et on va déplacer le navire d'une case à l'autre et après ça on va pouvoir explorer différents points d'intérêt sur les emplacements qui se trouvent autour de notre navire où on est situé sur la carte et chaque point d'intérêt va nous envoyer dans un livre narratif qui va nous permettre de lire qu'est-ce qui se passe à cet endroit-là. Est-ce qu'on aura des choix à prendre? Est-ce qu'on aura à faire des combats contre des monstres? Est-ce qu'on aura à faire un test de compétences ou est-ce qu'on aura juste à lire et faire des choix? Donc ça ressemble un peu à la structure narrative qu'on a pu découvrir dans des jeux comme Above and Below pour Near and Far, mais là on l'envoie à un autre niveau parce qu'évidemment
évidemment, tout ça est dans un monde ouvert, donc on peut aller vraiment n'importe où, faire n'importe quelle quête à n'importe quel moment. Donc c'est vraiment le fun, le côté immersif du jeu, on sent que nos décisions sont importantes, on sent que c'est nous qui contrôlons l'aventure, puis je trouve ça aussi très thématique, le fait qu'on est dans un univers complètement inconnu à nous les joueurs, mais c'est aussi le cas des personnages qu'on incarne, qui se retrouvent dans ce monde-là d'une façon mystérieuse et étrange, donc eux aussi ne connaissent rien de l'univers, donc ensemble, on apprend à découvrir qu'est-ce qui se passe dans la mer de l'errance, et c'est la même chose avec nos personnages. Faut aimer évidemment le côté narratif, de suivre des histoires, d'essayer d'accomplir des quêtes et tout ça, mais il y a aussi un jeu qui est derrière ça, donc on a un jeu de gestion de ressources, on doit gérer les ressources de notre équipage, on doit gérer aussi tous les membres de notre équipage, les points de vie, les points de fatigue, comment on veut améliorer nos personnages, on peut leur équiper des cartes compétences, on peut s'acheter des cartes d'équipement aussi quand on va visiter un marché, des choses comme ça, on va gagner de l'expérience, on va pouvoir acheter des nouvelles cartes d'expérience à chacun de nos personnages qui sont propres à eux, donc quand même un beau système d'évolution, et les combats sont quand même plus tactiques qu'ils ont l'air. Le système de combat est aussi le fun parce qu'on a des jetons de synergie entre les héros, donc l'ordre dans laquelle on va attaquer est très importante parce qu'on va pouvoir donner notre jeton de synergie à un autre joueur si on a réussi à l'activer, et ça me fait beaucoup penser au combat de Role Player Adventure, donc les monstres vont avoir une espèce de grille avec différentes cases, et on va les attaquer à recouvrir des cases, et on va justement désactiver les habiletés de certaines cases, et essayer de recouvrir toutes les cases qui ont des cœurs pour tenter de vaincre les monstres, mais à chaque attaque, les monstres vont nous riposter, donc on doit aussi être capable de bien se défendre, d'avoir des objets qui vont nous aider, et évidemment dans notre chasse à essayer de trouver les fameux totems qui sont des artefacts mystérieux et qui sont aussi très puissants parce qu'on peut les utiliser pour faire différents effets dans le jeu, et c'est ça qui va nous permettre éventuellement de gagner notre campagne pour débloquer une des 7 fins. Donc un bel univers à découvrir, un super jeu narratif, quelqu'un qui veut vivre une expérience d'un jeu de style open world, je pense que c'est celui qui le fait le mieux, donc définitivement un super jeu à découvrir, Sleeping Gods, très content d'avoir plongé dans cet univers-là carrément là, dans le dernier mois, donc j'ai très hâte de continuer ma campagne pour poursuivre mon aventure. Et voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Oh, c'est vrai, on est lundi. On va donc vous donner une question du jour pour participer à notre concours du lundi pour les mois de mai et juin 2023, dans lequel vous pourriez gagner le jeu Ra, donc la nouvelle édition. La question du jour est bien simple aujourd'hui. Quel est votre jeu coup de cœur du mois de mai 2023? Vous nous laissez la réponse en commentaire YouTube sous la vidéo pour enregistrer votre participation. Encore une fois, un énorme merci à tous mes collaborateurs et collaboratrices qui ont encore une fois embarqué dans le segment coup de cœur et qui vous ont partagé leurs belles découvertes. Donc j'espère que ça vous a donné le goût de découvrir certains de ces jeux. On se revoit le mois prochain pour un autre segment coup de cœur. D'ici là, je vous souhaite une bonne journée et continuez de gamer.